much for this very important discussion, which I attend for the first time. And but I think the title of this discussion should be Saudi Arabia is the first enemy of the whole world. Okay? Because all of this discussion against Saudi Arabia. And so I don't have anyone to say something else. Let me just continue, and then we'll. Okay. In fact, I can say I'm one of the eyewitnesses who come from Yemen. I'm here as political refugee because of the problems here. What is the problem here? Because I used to work in reconciliation, I think in French, I mean between Yemenis. And we invited many sides in Brussels last year, all sides, all political sides, including Houthis. Okay, the rebels, we consider rebels. And they refused to come for reconciliation in process. And if you get some information from the internet, process declaration of on Yemen, process reconciliation declaration in Yemen, you will find a lot of information in English and about this issue. So what I would say that is in Yemen what's happening, it's a COP or not, you know. The French government said this is a COP. European Union said a COP, United States a COP, Yemeni people said a COP. This thing against the legal, the government elected by President Mansour Hadi. Maybe could, and you know, this long, you know, war. But let's go back to the beginning of this. This some problem. Some armed group, okay, try to force or to get the power against the legal government. And then control everything, announce their declaration to control Yemen. That's it. I mean, it's this problem. It means the problem came from areas or groups supported by some regimes, including Iran. Merci. And I mean also Hezbollah is including in the terrorist less international. So it's. So also some other regimes support terrorists. That's what I know, terrorism. That's it. Sorry, in Western, I mean, we should to be open for that discussion like this. Hezbollah is included on. Comme l'a fait remarquer notre ami Richard, que c'est une erreur stratégique monumentale que l'Arabie Saoudite vient de franchir, de faire au Yémen. Parce que en intervenant dans un pays qui n'a jamais été vaincu de toute l'histoire, en le divisant, d'abord il favorise l'émergence d'Al-Qaïda et de Daesh dans le sud, ce qui est actuellement le cas, et il y a une chape de plomb sur ce phénomène. Ensuite, en présentant le conflit comme sunnite contre chiite, je vais vous rappeler quand même que quand Nasser, qui était sunnite, était intervenu au Yémen dans les années 60 pour porter soutien aux républicains yéménites qui se trouvaient en face de lui. C'était les mêmes, les Houthis, qui étaient l'imam et les Zaïdites, qui étaient les protégés et les alliés des Saoudiens. Et qui encore? Puisqu'on présente le problème comme chiite sunnite, c'était le Shah d'Iran qui soutenait l'Arabie Saoudite contre Nasser. Donc la question n'est pas ni terrorisme, ni... c'est une politique erronée pour casser ce pays-là, parce que quand même, l'Arabie Saoudite, il s'agit d'une fuite en avant, d'une erreur monumentale, que ce soit en Syrie, parce qu'elle est en train de perdre la bataille en Syrie, elle est en train de perdre la bataille au Yémen, parce qu'elle ne peut jamais gagner la bataille là-bas, même si elle arrive, si les troupes saoudiennes et leurs alliés arrivent jusqu'à Sanaa. Je vous rappelle que du temps de Nasser, c'est quand les troupes égyptiennes s'étaient retirées après des dizaines de milliers de victimes, ces mêmes Houthis et ces mêmes pro-saoudiens, tribus pro-saoudiennes, avaient encerclé, assiégé Sanaa, et puis finalement Sanaa a résisté et la République a été sauvée. Donc il s'agit d'un conflit entre une monarchie archaïque du Moyen-Âge et contre un pays qui résiste à l'hégémonie du Golfe et des États-Unis. Je me permets de rajouter, Monsieur le Président, que je connais bien ce pays où j'ai habité, notamment dans la ville de Mukalla. Et la chasse saoudienne a détruit tous les aéroports de ce pays, qui est un des plus pauvres du monde. Toutes les infrastructures
ont été détruites, sauf l'aéroport de Moukalla, qui est devenu l'état-major d'Al-Qaïda dans la Dramaout. Et de Daesh. La discussion est passionnante, mais notre thématique tourne autour de la société civile. Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait imaginer une partie de la solution dans les pays dont on parle qui pourrait être éventuellement quand même apportée par des éléments de société civile. Parce que sans vouloir être provocatrice, je pense quand même un certain nombre d'instances au début pouvaient être caractérisées comme faisant partie de la société civile, comme à l'origine Daesh et compagnie. C'est une forme aussi à l'origine de société civile. Alors, où va-t-on maintenant qu'il y a quand même certains espoirs, peut-être d'un processus de paix en Syrie? J'aimerais bien un commentaire là-dessus. Et je voudrais rajouter aussi qu'au Liban, qui a été mentionné par monsieur, il n'y a pas de gouvernement depuis 2 ans. Et ce qui me frappe quand j'y vais et quand je lis les journaux, c'est que grâce à la société civile, ce pays arrive à fonctionner. Voilà. Merci beaucoup. Très bien, merci bien. Je vous laisse la parole. Je vais commencer par un manque de fin. Vous avez dit que le Liban n'avait pas de gouvernement. Je vous rappelle que la Belgique aussi. Non, mais juste une petite réponse. Je peux répondre un petit peu. Pour le Liban, parce que quand vous venez de citer le Liban, vous savez, dans les années 60, il y a eu un best-seller qui a été publié, qui s'appelle La technique du coup d'État. Et il a exclu 2 ou 3 pays, dont le Liban, parce qu'il n'y a pas d'État. Ouais, depuis le début. Il y a des communautés, mais on ne peut pas les appeler société civile, et ça fonctionne comme ça. Si on crée un État moderne, je pense que... je ne sais pas si c'est possible d'abord. Tout le monde s'est cassé les dents en créant cet État. Tant qu'il y a le confessionnalisme, c'est impensable de créer un État moderne. D'ailleurs, même récemment, il y a eu les manifestations contre les ordures dans les rues de Beyrouth, et maintenant les ordures sont accumulées jusqu'à maintenant. Donc, parce qu'il y a des contrats entre telle communauté et telle communauté. Donc, le Liban n'est pas un bon exemple, je pense. Bien, merci bien. Quelques mots Il y a des contrats aussi à Naples, mais ce n'est pas les mêmes communautés. Bien. Pour répondre à votre question, madame, je crois que le débat a été assez clair, si vous voulez. Il ne faut pas confondre le paradigme de société civile tel que l'ont défini les Occidentaux, c'est ce que j'ai essayé de démontrer, ce que ces messieurs d'ailleurs ont fort bien complété par des exemples très concrets. La pire des choses, à mon avis, ce serait d'imposer quelque chose. Voilà. Donc, à partir de là, je crois qu'il faut favoriser l'émergence, mais il faut surtout respecter les spécificités locales, l'histoire, la culture, etc. Je veux dire, il y a des enrichissements partout. Il y a quand même des grandes civilisations partout. On peut parler du Yémen, on peut parler de la Perse. Je veux dire, voilà, donc il faut respecter l'histoire. La pire des choses, c'est de faire ce qu'on fait, parce que ça aboutit toujours à des catastrophes. On n'a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui avec les mouvements terroristes. Dès qu'on crée le chaos, il arrive des catastrophes. Alors, on est encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est dans une approche systémique. Le problème qu'on a, nous, c'est qu'on est dans des approches occidentales très cartésiennes. Ça a marché chez nous, ça doit marcher là-bas. Ah, bon. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, non, mais je suis d'accord. Voilà. Donc, non, mais attention, je ne fais que répondre à votre question. J'imagine bien que si vous l'avez posée, c'est que vous aviez besoin d'éclaircissement. Je ne considère pas que vous avez une position arrêtée, ni que je suis en contradiction avec votre proposition. Donc je crois que quand je parlais d'approche systémique, c'est-à-dire qu'il faut prendre en considération tout ça, c'est-à-dire l'histoire, les évolutions, l'organisation locale, la composition des sociétés, et c'est à elle d'émerger. Quand je disais à la fin que ce qui allait faire bouger les choses, c'était effectivement la circulation d'informations, je le maintiens. Hein. Aujourd'hui, la circulation d'informations, elle fait bouger des lignes partout. Voyez, parce qu'on ne peut plus asséner des dogmes comme on l'a fait à une certaine époque. Voyez,
on peut se renseigner partout. Hein. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part, ça va se savoir. Bon. Et si ça ne fonctionne pas pour des raisons X, ça va se savoir aussi. C'est pas parce que d'autres diront non, non, c'est pas vrai. Ça, oui, d'accord, bon, ça c'est votre position, mais la réalité, elle est là. Alors, en géopolitique, on ne prend pas parti. Hein. On se contente d'observer les évolutions et d'essayer d'imaginer ce que l'avenir va devenir. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir une évolution obligatoire. Et les pays qui s'opposeront, les régimes qui s'opposeront à cette évolution, à mon avis, ils seront balayés d'une manière ou d'une autre. Et c'est valable pour le Moyen-Orient, comme c'est valable pour le Sud-Est asiatique ou pour certains pays d'Amérique centrale. Voilà. Merci bien. Nous sommes en retard puisque on a fini quasiment à gauche. Si vous permettez, 2 minutes, M. Rabat, parce qu'à droite, on a déjà... Franchement, c'est vraiment frappant et déplorable. On ne parle que d'Arabie Saoudite, comme si l'Arabie est la source de tous les maux du monde. Et là, on a parlé tout à l'heure, on a complètement ignoré l'histoire d'Arabie Saoudite, comme c'était des tribus. L'Arabie Saoudite, monsieur, je vous rappelle que l'Arabie Saoudite, c'est le berceau de l'islam. Monsieur, je vous rappelle que tous les musulmans, 5 fois par jour, se tournent les regards. Donc, voilà, à titre de rappel. Et là, monsieur, on a parlé de l'ingérence. On a fait oublier l'ingérence iranienne dans la région. De quel droit l'Iran se mêle d'un citoyen saoudien? Nemer al-Nemer, donc c'est un citoyen saoudien que la justice est rendue. Et là, donc, il n'y a aucune raison de s'ingérer dans les affaires des autres pays. Là, comme on parle de l'ingérence, donc ça va de soi qu'on parle de l'ingérence iranienne quand même. Et là, on parle que c'est une attaque à tort et à travers. Donc, on n'a pas cessé d'attaquer à tort et à travers l'Arabie Saoudite. J'aimerais bien entendre des idées sans aucune idéologie quand même. Là, ce sont des confrontations sur les idées. Ce ne sont pas des jugements sur les pays ou les personnes. On a cessé de parler de la famille saoudienne, de la famille qui prend les rênes en Arabie Saoudite. C'est vraiment déplorable et je suis vraiment attristé par ces idées qui ont été... J'aimerais bien en fait... Voilà, il faut quand même appréhender les choses en toute neutralité. Très bien, on a compris. Vous dites qu'il s'agit d'ingérence. Que fait l'Arabie Saoudite en Syrie? La famille saoudite. Que fait l'Arabie Saoudite au Yémen? Que faisait l'Arabie Saoudite au Panama? Que faisait avec les contrats? Que faisait? Est-ce qu'il y avait des musulmans là-bas pour les défendre? De quel droit un Saoudien décapite en Arabie Saoudite tous ceux qui ne croient pas comme c'était un pays utopique, on te va bien. Oui. Et l'Iran, comme c'était un pays Non, utopique, mais moi, quand même, monsieur. Monsieur, dans la constitution iranienne... Les Iraniens ne sont pas entre État et État. Ce n'est pas la même chose. Mais c'est vraiment injuste. Un État souverain a le droit d'appeler qui il veut. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat, monsieur. Je crois que vous avez raison sur le fait qu'il ne s'agit pas d'incriminer ou de criminaliser les Saoudiens, ou plutôt les habitants de la péninsule arabique. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la façon dont le régime saoudien et la famille des Saouds se sont mis au service d'une géopolitique dont les décisions se prennent à Washington et Londres et autres. C'est pas le chamelier du hedge ou du nudge qui sont responsables et qui sont à mettre au pilori dans cette situation. C'est la façon dont le peuple de la péninsule arabique a été instrumentalisé par l'Aramco, par les grandes sociétés pétrolières américaines, et compte tenu de cette puissance pétrolière, la façon dont l'idéologie wahhabite a énervé, a transformé l'islam à coups de pétrodollars, de l'Indonésie à l'Afrique subsaharienne, pour produire des salafotes djihadistes. C'est quand même une réalité géopolitique qui n'est pas scandaleuse, mais qui relève d'un constat sur lequel, en France, Alain Chouet,
Caprioli, les meilleurs spécialistes du contre et de l'antiterrorisme, nous le disons depuis 20-30 ans. Nous avons fait des enquêtes, moi j'ai eu des procès avec des banques saoudiennes, nous avons travaillé pendant 10, 15, 20 ans pour reconstituer la traçabilité du financement saoudien et de princes saoudiens dans les katibas terroristes des Jilias en Algérie, les gamins islamiens en Égypte et les groupes Abu Sayyaf à Jolo. Alors monsieur ne devait pas nous dire que tout ça est scandaleux et que ça n'existe pas. Encore une fois, il ne s'agit pas d'insulter le peuple, les habitants de la péninsule arabique, mais de faire de la géopolitique et de la faire sérieusement, c'est tout. Merci bien. Madame Olazin. Le micro, s'il vous plaît. Répondre tout d'abord à Madame. Le micro, s'il vous plaît. Voilà, je voulais juste à la question de Madame pour la participation de la société civile. Alors, j'aimerais vous dire qu'il y a une réunion qui doit se tenir à Genève, qui a été votée par les Nations Unies pour l'opposition syrienne et pour la réconciliation en Syrie, qu'il y a une demande de l'opposition syrienne qui n'a pas été vendue ni aux pays du Golfe, ni aux Américains, ni à Israël, ni aux Français, de faire participer la société civile, et il est interdit que la société civile syrienne, qui est restée en Syrie et pendant 5 ans, de participer et de dire ce qu'il en est en Syrie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour nos amis saoudiens, que je respecte beaucoup, un ressortissant d'un pays arabe qui se révolte, bien sûr, dans un pays occidental, et de voir surtout des personnes d'origine arabe, qui soient intellectuels ou des gens, des écrivains ou des politiques, de critiquer la politique de l'Arabie saoudite. Il faut rappeler qu'il y a eu un grand changement de la politique saoudienne sage, dont les lignes ont été tracées par le prince, par le roi Abdallah, il y a quelques années, qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une lutte au pouvoir à l'intérieur du camp saoudien. Et j'ai lu ce matin que le roi Salman compte destituer, abdiquer et donner le pouvoir à son fils Salman, Mohamed Ben Salman, donc ce qui va générer de gros problèmes à l'intérieur de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, sous le poids et les instructions de Washington, a voulu se confronter à la Russie et à l'Iran en terre de Syrie, où on a un islam qui est très modéré, qui ne ressemble pas à l'islam de Daesh, ni à l'islam pratiqué en Arabie saoudite. La décapitation des 47, qui soient terroristes ou pas, on n'en a pas de certitude nous, mais on a lu qu'on décapite par deux manières, ou bien lentement, donc on découpe la main droite, puis la main gauche, puis le pied droit, puis le pied gauche, puis on termine par décapiter la tête, ou on décapite carrément la tête, ce qui est moins douloureux. Donc tout ça, on n'en veut pas dans les pays de Cham, c'est-à-dire dans la Grande Syrie. Donc le problème saoudien avec l'Iran doit se régler entre les diplomates saoudiens et iraniens. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner de toute cette révolution intellectuelle arabe. Et on est vraiment attristé pour ce qu'est devenu l'Arabie saoudite. Et j'ai lu il y a 3 jours dans les Échos que d'ici 4 ans, il n'y aura plus rien en Arabie saoudite, donc le baril sera à $19. Donc ça ne nous fait pas plaisir du tout. Merci bien. Je voudrais m'adresser à monsieur Majed Naïm, en fait. Non, mais... monsieur, ce que vous avez dit est magistralement grave, franchement, parce que vous voulez nous convaincre que le régime syrien n'est pas une dictature. C'est le projet le plus cruel jamais connu dans l'histoire. Je lui dis ça parce que, monsieur, il a tué combien? Combien de Syriens ont été tués, en fait, depuis la crise syrienne? Par qui? À votre avis? À votre avis, je vais vous dire par qui, monsieur. Parce que c'est très connu. En fait, non, mais je vais répondre. Attendez, je n'ai pas fini. Posez la question et après vous... J'ai pas fini. En fait, et tout ce que je vois vraiment devant moi, et je m'associe entièrement à tout ce que mon compatriote l'a dit tout à l'heure, c'est une sorte de lobbying qui s'enchaîne à attaquer l'Arabie saoudite d'une manière pas du tout objective, et d'une manière, à mon avis, je vois que c'est insultant même pour ce pays. Malheureusement, je voudrais vraiment revenir au fait que nous voulons vraiment voir une voix saoudienne qui
si vous avez la possibilité de nous inviter, en fait, et de nous donner la parole, de montrer, non, en fait, d'intervenir, en fait, en tant qu'intervenant, je vous serais reconnaissant, franchement, parce que je voudrais vraiment, nous, Saoudiens, montrer, en fait, montrer le point de vue de Saoudiens et montrer vraiment la vérité. Voilà. Et vraiment, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Si je veux répondre à toutes les questions, à toutes les attaques menées contre l'Arabie Saoudite, on ne va pas finir, en fait, même jusqu'à demain. Très bien. Merci. Bon, je ne vais pas être long quand même pour vous dites la dictature et tout ça. Je ne sais pas quel qualificatif on peut appliquer à la dynastie saoudienne, mais vous dites qu'il y a des milliers. Je vous dis le chiffre officiel actuellement véhiculé par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est une officine britannique financée par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ils disent eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il y a 70 000 soldats syriens tués par le canal, tués par, soi-disant, l'opposition démocratique financée par l'Arabie Saoudite. On l'a vu, par exemple, le chef de l'armée de l'islam qui est à côté de Damas et qui tire des mortiers tous les jours sur des quartiers paisibles, était l'homme de l'Arabie Saoudite. Même supposons que c'est la pire dictature à la planète. De quoi vous vous mêlez? Mêlez-vous de vos droits de l'homme à l'intérieur de l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est tout.